Quoi de neuf, Veters? Aujourd'hui, on parle de ça. À quel point croyez-vous que cette vidéo d'œuf est réelle? Celui qu'on ne nous a jamais montré, Ultra Rose. Non, celui je qu'on ne nous a sais pas montré. pour ça. Je me fiche de cette vidéo d'œuf. Il devait y en avoir une autre. Pourquoi elle n'a pas été montrée, je ne sais pas. Mais cette vidéo était censée être des images de c'est toi caméras qui le dis, hein. corporelles. Il s'agit d'individus dont je suis assez proche, et vous savez, je ne vais pas trahir leur confiance ici. Mais où as-tu entendu ça? Tu l'as entendu d'eux? Maintenant, je tiens à préciser ceci. La dernière fois que j'ai un peu parlé d'Elizondo dans ma vidéo sur le NRO et dans le podcast de Jesse, des gens liés à Lou m'ont contacté et m'ont dit « Hey, vous feriez mieux de faire attention en parlant de lui, sinon il vous poursuivra en justice. » Le destin de la divulgation repose maintenant sur ces figures, spécifiquement Elizondo, Eric Davis et Jay Stratton, qui tentent de présenter un aperçu faux et incomplet du programme Héritage des OVNI. Et je dirais que si Lou Elizondo occupait une position au sein du programme existant, il devrait simplement s'exprimer et en parler ouvertement. Disons que, sur un si. Il n'y a aucune chance qu'il veuille que ça se sache. Non, ces questions doivent absolument être posées, et c'est assez sinistre. Tu es déjà flippé parce que tu découvres? Oui, mais c'est surtout de la frustration. Vraiment? Parce que je ressens comme une sorte de truc incroyable. Bon, Veters, n'oubliez pas le pouce bleu, ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis dans un autre endroit. C'est parce que mon chien a été opéré et nous devons nous en occuper. Je ne peux pas aller au studio pour enregistrer, mais je voulais quand même sortir une vidéo aujourd'hui. Maintenant, nous avons beaucoup de choses à discuter. Récemment, le chercheur en OVNI, UAP Jirv, est allé sur le podcast de Chris Ramsey et a dit beaucoup de choses dont je veux parler. Alors, sans plus tarder, passons à ce tout premier extrait. Donc je pense qu'avec Obama, il y a une histoire plus vaste à raconter aussi, une assez sombre, à mon avis. Maintenant, je voudrais préciser ceci. La dernière fois que j'ai un peu parlé d'Elizondo dans ma vidéo sur le NRO et dans le podcast de Jesse, des personnes liées à Lou m'ont contacté et m'ont dit « Faites attention en parlant de lui, sinon il vous poursuivra en justice. » Alors je vais juste répéter, nous sommes en train de réfléchir à des idées ici, et nous ne faisons qu'émettre des hypothèses et penser ici en alléguant des déclarations. Très bien, c'est parfaitement clair. Donc, sous Obama, oui, alors c'est très là que le clip intéressant, commence. n'est-ce pas? Pas vrai? Lou qui menace de poursuivre en justice. Eh bien, pour être honnête, des gens ont dit à Jirv, « Hey, Lou va te poursuivre, alors fais attention à ce que tu dis. » Et cette menace a beaucoup circulé. Et en fait, les avocats de Lou sont allés sur Twitter et ont menacé des gens, n'est-ce pas, de les poursuivre en justice. Hey, fais attention à ce que tu dis. Et toutes ces histoires et tout le reste. Encore une fois, seul Lou Elizondo s'occupe de ses affaires, n'est-ce pas? De toutes les grandes célébrités des OVNI, il n'y a que Lou Elizondo avec une armée d'avocats qui s'en prend à tout le monde, n'est-ce pas? C'est très étrange et je suis content que Jerry ait dit ça, pour être honnête avec vous. Et ce n'est que, on ne fait que parler ici, des allégations, des opinions, des spéculations, n'est-ce pas? Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Maintenant, nous avons beaucoup plus de clips à couvrir. Mais regardez, les amis, je dois garder les micros allumés. Alors laissez-moi présenter le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Imaginez ceci, il est 7 heures du matin, vous vous précipitez dehors. Le petit déjeuner? Oubliez ça. Ou alors, midi arrive et vous fixez des plats à emporter trop cher, ou vous sautez le déjeuner parce que vous savez qui a le temps. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, c'est là que Huel change la donne. Avec la poudre quotidienne ou les boissons prêtes à boire de Huel, vous obtenez un repas complet et équilibré sur le plan nutritionnel en moins d'une minute. Il suffit de secouer ou de prendre une bouteille, et c'est parti. À base de plantes, conçues par des nutritionnistes agréés, rempli des 27 vitamines et minéraux essentiels. J'adore la poudre Black Edition pour le petit déjeuner. 40 grammes de protéines avec des saveurs comme le chocolat ou la vanille, c'est incroyable. Le meilleur, ça coûte aussi peu que 2,65 $ avec la poudre par repas. Alors, êtes-vous prêt à simplifier votre routine? Utilisez mon lien dans la description ou le code QR à l'écran en utilisant mon code unique VETTED. C'est VETTED. Croyez-moi, une fois que vous l'aurez essayé, vous ne pourrez plus vous en passer. UL pour la vraie vie. D'accord, donc on va aborder d'autres sujets, car ce prochain extrait est vraiment très intéressant. Bien sûr, Dave Gross était récemment apparu chez Megyn Kelly et a dit que le DNI, directeur du renseignement national, James Clapper, SAP des DNI, directrice adjointe principale du renseignement national, Stephanie O'Sullivan, n'étaient pas seulement au courant de la question de la récupération des épaves, mais la géraient également à un niveau supérieur, et ce, sous l'administration Obama. L'homme qui aurait informé Obama, qui l'a informé sur toutes sortes d'activités de renseignement, était un homme dont le titre était, je crois, directeur adjoint du renseignement national, un homme nommé Michael Dempsey. Ce type a fait partie de la même cohorte que Clapper et O'Sullivan, et il est maintenant, bien sûr, vice-président senior des affaires gouvernementales chez qui d'autre que Northrop Grumman. Quoi qu'il en soit, dans la même veine que Clapper, O'Sullivan et Dempsey occupant des postes de direction dans des programmes hérités, il semblait y avoir un effort coordonné pour présenter un candidat présidentiel comme le président de la divulgation. Cela aurait été le prochain président démocrate après Obama, Hillary Clinton. À mon avis, le programme AATIP était un groupe de travail informel, pas un vrai programme, à part ce qui était écrit sur quelques feuilles de papier qui étaient dirigées, non pas dirigées, mais l'homme à la barre était Lou Elizondo, et c'était un effort pour faire de Hillary Clinton la présidente de la divulgation, et cela impliquait des gens comme Hillary Clinton, John Podesta, bien sûr, le directeur de campagne de Hillary Clinton, et ainsi de suite. Et quand ce plan a en quelque sorte échoué et Trump est arrivé au pouvoir, alors toute cette équipe d'AATIP s'est en quelque sorte orientée vers Lou Elizondo, Tom DeLonge et To the Stars Academy. Je pense que c'était une opération très néfaste visant une divulgation limitée. Si vous regardez les premières apparitions publiques
de Lou Elizondo, surtout les vidéos qu'il a publiées avec Chris Mellon, Chris Mellon était, je crois, directeur adjoint au USDI, sous-secrétaire à la défense pour le renseignement, une position assez étrange qui fut aussi occupée plus tard par Ronald Moultrie, qui mettrait sur pied Arrow et nommerait son bon ami Sean Kirkpatrick comme directeur. Mais je m'égare. Il semble y avoir un plan très néfaste pour une divulgation partielle. Non pas des récupérations d'épaves, ni de rétro-ingénierie, ni de connaissances d'intelligence non humaine, mais juste la présence d'une menace amorphe d'intelligence non humaine. Et c'est ce que, je crois, Mellon et Lou Elizondo ont tenté de promouvoir avec l'article du New York Times et les vidéos qu'ils ont présentées. Quelqu'un devrait demander à Leslie Keane si Lou a déjà présenté un document officiel attestant qu'il était directeur de la ATIP. Je vous mets au défi, vous ne le ferez pas, car la ATIP n'était pas un vrai programme. Si quoi que ce soit, la ATIP a opéré sous une étrange couverture entre le programme OSAT et les programmes UFO Legacy pour faire avancer cette étrange mission de divulgation limitée. C'est une chose très étrange. Alors, c'est une théorie intéressante. D'abord, vous dites qu'ATIP était un vrai programme. Et wow, laissez-moi vous dire, c'est quelque chose de très intéressant et à lancer comme ça pour être honnête avec vous. Et beaucoup de gens l'ont dit, mais personne ne voulait vraiment en parler, n'est-ce pas? Vous savez, je me souviens dans mon ancien podcast, Lone Star Plate, avant que je ne m'intéresse aux ovnis, j'ai essayé d'interviewer Lou Elizondo. C'est à ce moment-là que je commençais à m'y intéresser. J'avais vu les articles du New York Times et du Basement Office et tout ça, et j'ai essayé d'interviewer Lou Elizondo et j'ai dû passer par Dan Farah. Encore une fois, c'était avant Agent Disclosure. Moi, à ce moment-là, je pensais juste qu'il était le manager de Lou Elizondo organisant ses interviews. Et donc, j'écris à Dan Ferrand. Il me dit, oui, il viendra. Et puis, j'ai demandé à Dan Ferrand, qu'en est-il de cet épisode du bureau au sous-sol? Car Stephen Greenstreet avait affirmé que la type, Lou Elizondo ne la dirigeait pas. La type n'était pas vraiment un programme, et ceci et cela. Et en gros, Dan Ferrand m'a appelé et m'a dit, si tu t'engages là-dedans, tu n'auras pas d'interview avec Lou. Donc, ils ont vraiment essayé de faire passer la type pour un vrai programme. Et beaucoup de gens se sont prononcés contre l'âge de la révélation et cette narration, ainsi que celle du New York Times, George Knapp, Jeremy Corbell, de nombreuses personnes, affirmant que l'OSAP était le vrai programme, n'est-ce pas la type? Ouais, je vais juste te dire, mec, ça n'avait pas l'air d'être perdu dans la traduction. On aurait dit qu'il voulait vous faire croire que que la TIP, vous savez, était correcte et que le New York Times avait reçu les 22 millions de dollars qui ont financé toute cette étude et que ça a juste, et ça a duré si longtemps et ce n'est juste pas vrai. Et tu sais, je pense que c'est bien d'une certaine façon. Moi, je vois le tableau d'ensemble, mais George, je voulais savoir ce que tu en penses parce que tu as couvert tout ça depuis le stade embryonnaire. Et ce point concernant l'OSAP et la type est absolument le point que j'ai aussi soulevé dans ma vidéo, n'est-ce pas? J'ai même montré un extrait de Weaponized, épisode 1, de George Knapp et Jeremy en train d'en parler, n'est-ce pas? Eh bien, George va vraiment l'expliquer d'une manière, beaucoup de respect à George Knapp pour avoir dit ça, parce que tout ce qu'il dit ici, je suis d'accord. Bon, encore une fois, je ne veux pas faire le rabat-jouer pour le film, car c'est un excellent film et il est important, mais c'est une omission assez flagrante. J'étais content de voir Lou Elizondo et Jay Stratton sur la même scène, même s'ils n'étaient pas entièrement honnêtes. Mais si vous faites un film et que vous réclamez la divulgation et l'honnêteté et que nous voulons connaître la vérité, dites-nous la vérité. Nous pouvons supporter la vérité. Nous voulons la transparence. Vous devez aussi être à la hauteur de ce standard. Et l'OSAP a obtenu les 22 millions. C'est l'argent que Raid a obtenu pour ça. La type est venue plus tard. Ça en est issu. Ils n'avaient pas de budget, à notre connaissance. Lou Elizondo et Jay Stratton y étaient impliqués, mais ils ont eu de très vifs, disons-le ainsi, désaccords sur quel programme faisait quoi et qui était responsable de quoi qu'ils ont exprimé pendant un certain nombre d'années. Le fait qu'ils se soient réunis et aient trouvé un terrain d'entente sur lequel tous deux peuvent s'accorder pour les besoins du film est probablement une bonne chose. Que le film sorte sans trop de querelles internes, c'est bien. Mais le livre de Jay finira par sortir. Je pense que c'est toujours lié au processus médical et je ne pense pas que ça va correspondre à la séquence d'événements que nous avons entendus dans le film. Je ne le crois pas. Et parce qu'ils ne le sont pas, et les personnes directement impliquées avec ASIP ou OSAP qui sont ici à Las Vegas ne sont pas susceptibles de se manifester et de faire des histoires à ce sujet. Elles ne le sont tout simplement pas. Mais je peux vous dire, ils l'ont vu et ils étaient plutôt fâchés. Bon, alors, on a bien agi pour tes amis qui ont géré l'OSAP et fait tout ce travail. Alors, on va se sentir un peu volé de ne pas avoir cette partie de l'histoire racontée. Ouais, Jay Stratton, vous savez, pourquoi est-ce qu'il mente à ce sujet, n'est-ce pas? Parce que Jay Stratton est arrivé plus tard pour mettre en place la force opérationnelle UAPTF, n'est-ce pas? ATIP, OSAP, rien de tout ça, mais c'est comme si tout était en désordre dans la vidéo qu'ils viennent d'envoyer, ou dans le film, ils renvoient juste le message comme ATIP. Ils ont eu l'argent investi, tout comme l'article du New York Times, mais ils ont cessé de dire que tout ça est faux, n'est-ce pas? Mais je pense qu'ils essaient juste de garder, encore une fois, un front uni pour vendre le message. Eh bien, ça fait avancer la divulgation et lance la conversation, alors laissons tomber. Non, encore une fois, ça ne marchera pas, tout le monde doit être transparent. C'est, comme George l'a dit, on ne peut pas réclamer la transparence et ne pas être transparent. Il faut dénoncer ça, sinon ça n'a aucun sens. Et je crois que c'était le but. Alors, faisons passer le message que Lou Elizondo dirigeait la type et tout ça, parce que sinon, qui voudrait l'écouter s'il ne dirigeait pas ce programme OVNI secret, n'est-ce pas? C'est juste un peu fou pour moi. C'est donc très intéressant que Garb dise ça. Maintenant, Garb le dit parce qu'en fait, dans les quelques extraits que je vais montrer, il essaie d'insinuer que Lou Elizondo faisait partie du programme Legacy, et ça, il essaie de le couvrir, et ceci, cela et tout le reste. C'est donc une approche différente d'une théorie qui existe déjà. Dites-moi votre avis en commentaire. Alors, à quel titre Lou était-il impliqué dans votre hypothèse, disons, dans vos spéculations? À quel titre était-il impliqué dans le programme Legacy?
Permettez-moi de dire ceci. Je spécule. J'incarne un personnage ici. C'est pour le jeu et le plaisir. Eh bien, vous savez, je pense qu'il devrait y avoir une chance. La même chance que Jeremy Corbell a donnée à Lou quand lui et George Knapp faisaient une critique de The Age of Disclosure. Et je dirais que si Lou Elizondo avait un poste au sein du programme Legacy, il devrait juste en parler. Je veux dire, c'est une pilule vraiment difficile à avaler pour les gens. Ou as-tu eu des nouvelles de là depuis qu'on en a parlé, tu sais? Il y avait un moment au début. Parce que si c'est vraiment le cas, disons, sur un site... Il n'y a aucune chance qu'il souhaite que cette information soit rendue publique. Mais je vois aussi une sorte de voie vers la rédemption qui serait disponible s'il choisissait de s'exprimer et si c'était vrai. Sinon, disons, s'il veut nier cela catégoriquement, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas le nier carrément, alors? Je crois que souvent, de fausses accusations sont portées contre Lou. Et souvent, ces accusations sont surtout véhiculées sur Twitter et le traumatisme Twitter en ligne. Oui, bien sûr. Je pense que la conversation est plus vaste que ça Ouais. et que Lou a eu une implication antérieure dans La Type étant un programme de couverture. Il a aussi une chance d'être un héros américain, de dire la vérité sur tout ça. Je sais qu'il ne veut pas révéler d'informations classifiées, et c'est bien. Mais s'il a joué un rôle plus important dans la structure de ces programmes, et surtout s'il a servi sous quelqu'un comme Clapper pour cet effort, vous savez, tous deux apparaissent dans l'ère de la divulgation. 3 extraits totalisant moins d'1 minute de Clapper. Ce serait le bon moment, et ce serait le bon moment de le faire et d'être clair, et cela aiderait énormément le mouvement de divulgation. Avec des programmes partiels et inexacts, et vous savez, des programmes de couverture étranges et intenables, il n'y aura jamais de divulgation efficace par ces canaux. Et cela, à mon avis, implique Lou prétendument, Lou Elizondo, Chris Mellon et l'équipe de l'OZAP. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment très intéressant. Je veux dire, penses-tu sincèrement que cela se produira un jour? Il semble s'y accrocher avec acharnement. Donc, encore une fois, tout cela est très étrange aussi. Et vous savez, encore une fois, Lou Elizondo faisait-il partie de ce programme Héritage? Je ne sais pas. David Grush a dit que Lou devrait juste le dire ouvertement. Eh bien, c'était par l'intermédiaire de Jeremy Corbell dans des vidéos que j'ai déjà couvertes. Le film sort et Dave en parle, Fox fait une série d'1 semaine, Bill Maher donne des interviews et tout ça est manipulé par des êtres invisibles, ou quelque chose. Mais cette interview a eu lieu il y a longtemps. Dave aurait été un atout précieux pour le film. Pourquoi, selon vous, n'y était-il pas? Eh bien, je pense il a clairement choisi de ne pas en faire partie. Je me souviens avoir aidé à établir ce lien avec Dan pour qu'il puisse avoir cette conversation. Tu sais, je pense que Dave a une sorte de différente... Une tactique pour révéler ce qu'il sait être la vérité. Dave est un véritable lanceur d'alerte. Ce n'est absolument pas un message orchestré avec Dave, non pas que ce soit le cas pour les autres, mais leur message est au moins autorisé. Avec Dave, vous savez, il agit vraiment selon une conviction fondamentale que personne n'a le droit de cacher cela. Alors, allons à son interview pour une seconde. Oui, alors parlons de cette interview sur Fox News. Comme Jérémy va nous expliquer comment tout cela s'est mis en place. Et c'est assez pertinent, mais l'idée que David gère... À propos, quand il s'agit de ça, tu sais, il pense vraiment que tout le monde devrait écouter ce qu'il disait et le traiter comme il faut. Je veux dire, on aurait pu faire pareil, George, mais vous savez, le président Trump ne regarde pas Weaponized, à ma connaissance. Donc, oui, David Grush a reparlé et j'étais vraiment content qu'il l'ait fait, car il n'est pas partout dans les médias. Je pense qu'il a une opinion différente, et c'est à lui d'en parler à ce propos. Vous savez, il pense vraiment que tout le monde devrait simplement parler ouvertement et dire ce qu'il sait. Par exemple, il pense que si Lou Elizondo faisait partie du programme OVNI Legacy, il devrait simplement le dire. Lance-toi et dis-le. Et je pense que c'est là la divergence d'opinion. Je pense que le film aurait fait participer Dave si Dave avait accepté, mais je pense qu'il il est juste sur une autre voie. Est-ce que j'explique ça clairement? Encore une fois, ce que tout le monde peut admettre, c'est que Lou est prétendument très trompeur. La question est plutôt pourquoi, n'est-ce pas? Et à mon avis, je ne sais pas si cela a vraiment de l'importance, n'est-ce pas? Y a-t-il un chemin vers la rédemption? Et pourquoi Lou ne sort-il pas simplement pour le nier? Eh bien, Lou, selon moi, aime vivre dans l'ambiguïté, vous laissant combler les lacunes comme bon vous semble. Encore une fois, une contre-information très trompeuse. Maintenant, Gerbe qui lance l'idée que, vous savez, il y a plus à cette histoire, je suis d'accord avec ça, tout ça. Je ne dirais pas que tout ce qu'il y a sur Twitter n'est que drame, honnêtement. Je veux dire, il y a des gens doxés, harcelés et menacés. Ouais, je ne considérerais pas ça comme du drame. Maintenant, y a-t-il une part de drame là-dedans? Oui, absolument. Mais ce n'est pas que du drame et je pense que c'est très important, surtout si vous êtes quelqu'un qui cherche toutes les données, ce que beaucoup de ces chercheurs disent, mais évite ensuite certaines données, n'est-ce pas? C'était des points de données ne sont-ils pas bons? Alors, ça n'a pas vraiment de sens de ne pas en tenir compte, non, car on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Si vous allez juste supposer qu'il y a quelque chose derrière la porte et que vous ne savez pas, n'est-ce pas? Je veux dire, moi, je trouve ça vraiment étrange, mais les gens me disent, ah, moi, je suis au-dessus de ça. C'est indigne de moi, vous savez. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pensais que soit on cherche des données, soit on n'en cherche pas, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de 2 poids, 2 mesures de la part des chercheurs et des personnalités OVNI dans cette communauté. Et regardez, j'en fais partie aussi. Enfin, je ne suis pas parfait. Je fais des erreurs et je néglige des choses. Donc, parfois, je
dois aussi rendre des comptes. Et je trouve cette conversation très intéressante, néanmoins. Je suis content que ce genre de choses soient abordées, n'est-ce pas? Pour être honnête, oui, parlons-en. Disons les choses. Et je pense que tous les points de données sont bons. Alors, continuons. Et on commence à voir des jalons étranges là-dedans. Par exemple, quand Lou Elizondo a-t-il commencé à parler des épaves d'OVNI, c'était après que David Grush ait rendu l'affaire publique. Vous ne le verrez pas en parler avant. Il semble donc que toute cette équipe ait toujours été sur la défensive, tentant de rattraper le coup, parce qu'un plan de divulgation malhonnête et incomplet était en jeu pour monter en épingle Hillary Clinton de cette manière. Et le lien entre Clapper et Lou Elizondo, je me demande qui a fourni à Lou Elizondo la protection de haut niveau pour la mission AATIP, et je ne serais pas surpris si c'était Clapper. Peu avant qu'il quitte le service fédéral, alors qu'il était agent de liaison auprès du NRO. Il a quitté la fonction publique et a servi de liaison auprès du NRO pour TTSA. Lou occupait un poste très élevé au sein du DoD sous l'USDI. C'était un poste qui assurait efficacement la coordination des liaisons entre les SAP, les programmes d'accès spécial à un très haut niveau. C'est l'un des postes les plus habilités de tous les États-Unis, juste après le secrétaire américain à la Défense, plus habilité que le SAPCO du DoD ou le directeur du Bureau central des programmes d'accès spéciaux, ainsi certains anciens SAPCO incluent Ash Marshall Ward, un ancien général de l'Air Force, ce qui, si vous regardez les notes de Wilson Davis, qui sont un peu étranges, un peu bizarres, mais je crois toujours que les faits fondamentaux sont vrais. Le directeur de FAPCO a donné à Thomas Wilson des endroits précis où chercher au sein de l'USD ATNL à l'époque, le sous-secrétaire à la Défense pour l'acquisition, la technologie et la logistique, afin de trouver des dossiers du programme Héritage d'OVNI. Ce que je dis, c'est que je ne serais pas surpris si Lou n'avait pas été entièrement franc sur son implication dans les programmes Héritage avant le programme de couverture AATIP. Vous voyez, c'est donc très intéressant et que Lou a en quelque sorte compartimenté les choses dont il a parlé, n'est-ce pas? Il attend que quelque chose sorte, puis il commence peut-être à en parler, même s'il aurait prétendument quitté le gouvernement et aurait pu parler de tout ça depuis un certain temps. Mais il continue de dévoiler des choses, d'en parler un petit peu. Il continue d'ouvrir les portes et de révéler plus d'informations alors que tout est question de transparence, n'est-ce pas? Je ne suis pas si sûr que Lou Elizondo ait jamais fait partie d'un programme OVNI hérité, mais ce que je sais, c'est qu'il a lentement entrouvert la porte et a révélé plus d'informations. Que cette information soit vraie ou non, je ne sais pas. Et encore une fois, tout cela est prétendument, tout comme toi, Big Jerb. C'est tout mon avis ici. Tout est spéculatif, n'est-ce pas? Parce que je ne veux pas non plus être poursuivi, n'est-ce pas? Encore une fois, si étrange avec lui, n'est-ce pas? Tellement étrange. Et je viens de faire une vidéo sur Lou Elizondo et la rumeur de la menace extraterrestre de 2027. Veuillez regarder cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je mettrai un lien dans la description. Il y a des choses intéressantes dans cette vidéo à propos de Lou Elizondo. Maintenant, passons à autre chose. Dans le documentaire L'âge de la révélation, d'Eric Davis à Al Potoff était qualifié de scientifique de la AATIP. C'est une blague. Ouais, c'était un choix réalisateur très étrange. Pas nous dehors, pas de base, pas. Non, et je sais que ça a été filmé il y a 2 ans, mais l'ère de la divulgation et ses personnalités, Potoff, Elizondo, Eric Davis et Jay Stratton tentent de présenter un aperçu faux et incomplet du programme Héritage OVNI. Et vous savez, des gens ont dit, comment qu'on puisse en savoir plus que d'anciens responsables du renseignement? Eh bien, je vous dirais que la plupart de ces responsables n'ont pas été entièrement transparents quant à leur implication dans des programmes, tout comme Eric Davis m'a, vous savez, raconté beaucoup de mensonges par le passé sur certaines choses. Et cette structure qu'il présente à l'ère de la divulgation, qui implique la direction de la science et de la technologie de la CIA en tant que gestionnaire du portefeuille de récupération des crashs avec le département de l'énergie, les principaux entrepreneurs de la base industrielle de défense. Vous pouvez penser aux 5 grands là, Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, etc. Et l'armée de l'air étant les 4 seuls éléments au sein des programmes existants, qui, selon vous, est à la tête de cette structure. C'est le Conseil de sécurité nationale. Pourquoi c'est laissé de côté? Mais ça ne veut pas dire que la marine n'est pas incluse. Quelqu'un devrait peut-être demander à Jay Stratton pourquoi l'ONI n'y était pas. Quelqu'un devrait peut-être demander à Jay Stratton de parler de Stephanie O'Sullivan, qui a autrefois servi à l'ONI, qui était PDDNI sous Clapper et ancienne directrice adjointe de la DSNT et de la CIA, que Dave Grush a eu le courage de nommer. Mais personne, à l'ère de la divulgation, n'oserait jamais citer un tel nom. Et pourquoi Clapper n'a-t-il pas parlé d'elle alors qu'elle travaillait directement sous ses ordres? Ces questions doivent être posées et c'est plutôt sinistre. Pensez-vous que c'est sinistre ou bien, encore une fois, juste cette toile vraiment confuse d'une sorte de chaîne de commandement? Je veux dire, pour ma part, je me déclarerais ignorant si, ayant réalisé un documentaire et interrogé toutes ces personnes, je n'avais pas posé les questions que vous soulevez. Je voudrais faire un documentaire complémentaire et vous demander de l'aide parce que vous savez ça. Et donc, vous savez, je ne peux pas non plus supposer que ce n'est pas le cas, que, vous savez, il n'y avait peut-être pas de véritable motif sinistre derrière le fait de ne pas poser certaines questions. Mais même le fait de ne pas avoir cette information, qui me semble être, vous savez, pour moi, si c'est vrai, quelque chose d'assez révolutionnaire. Eh bien, oui. Récemment, Dan Farrow a participé à un podcast et a en quelque sorte répondu aux critiques de la structure du programme Legacy. Je ne peux que supposer, vous savez, sans vouloir être égoïste, que c'était une réponse à mes critiques, car j'en ai parlé si fort sur de grandes plateformes. Mais il était assez catégorique à s'en tenir aux 4 éléments de Legacy, comme on le lui avait dit, et il a dit « Chaque agent du renseignement que j'ai rencontré a dit la même chose. » Ça, pour moi, ça veut dire que Dan Farrow n'est pas allé plus loin, et ce n'est pas forcément un problème. Il ne fait que montrer dans le documentaire ce qu'il a vu et ne sait rien de plus que ça car son argument était incomplet et je ne le crois pas entièrement abouti. Alors je ne peux pas blâmer Dan Farrow pour ça, je blâme les personnages du film. Intéressant, mec.
Donc, il y a des choses beaucoup intéressantes là, concernant l'âge de la révélation. Encore une fois, Marco Rubio l'a accusé d'avoir édité sélectivement ses propos, affirmant qu'il était secrétaire d'État, alors qu'à l'époque, il ne l'était pas lorsqu'ils ont enregistré ces éléments. Mais vous savez, beaucoup de gens l'ont accusé d'être trompeur. Vous savez, de ne pas être transparent, de ne pas dire la vérité dans le documentaire, alors que le documentaire est censé être entièrement sur « soyons transparents et obtenons la vérité », n'est-ce pas? C'est juste un double standard total. Bizarre. Ce qui était intéressant, c'est toute cette idée qu'on nous présente. Si Lou Elizondo ne dit pas la vérité, c'est qu'il ferait partie du programme Héritage OVNI. D'où ça sort? Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça, c'est étrange. Ça, tu sais, si tu es lu, ça te fait bien paraître. Genre, ah oui, j'ai menti car je suis infiltré dans ce truc d'OVNI secret et fou. Tu sais, je pense juste que ça a beaucoup à voir avec son ego et encore une fois, ce n'est que mon opinion. Je pense pas qu'il fasse partie d'un programme OVNI, quel qu'il soit, car les gens se disent. Il y a une bonne raison à tout ça. Encore une fois, en cherchant à étendre l'humanité, nous perdons notre humanité. C'est si étrange que beaucoup de gens placent les extraterrestres au-dessus des humains. Vous savez, comme la façon dont nous nous traitons, comme ça devient moins important, n'est-ce pas? La façon dont nous nous traitons. Tout tourne autour des extraterrestres et du programme Héritage OVNI. Découvrons ce coûte que coûte et si vous en faites partie, sortez de la cible. Ça va juste changer le monde. Vous n'avez aucune idée de ce que ça va faire. Ça n'a rien changé pour l'instant. Pensez-vous que ces gens du programme Héritage OVNI sont de meilleures personnes juste à cause des informations qu'ils ont? Non, on dirait que non, n'est-ce pas? On n'entend jamais de bonnes choses sur ces gens. Alors vous savez, c'est comme si vous déménagiez pour changer de vie sans vraiment d'attaquer le problème. Vous savez, quand on dit qu'on ne peut pas fuir ces problèmes, c'est un peu la même chose. L'humanité cherche la solution de facilité. Eh bien, si on se connecte juste aux extraterrestres, si on trouve juste la technologie, ça changera tout. Ça nous rassemblera tous, Kumbaya. Non, n'est-ce pas? Nous devons nous attaquer au problème maintenant, quoi qu'il arrive autour de nous. C'est ainsi que nous savons que l'humanité peut être plus forte. C'est la même chose dans votre propre parcours personnel dans la vie. Si vous cherchez quelque chose pour combler les vides ou les lacunes, n'est-ce pas? Et que vous ne vous occupez pas réellement du problème. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avancez pas vraiment. Qu'avez-vous vraiment accompli, n'est-ce pas? C'est un peu étrange, mais je ne sais pas, c'est peut-être vrai. Peut-être qu'Elizondo faisait partie du programme Héritage OVNI. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Gerb semble en être absolument convaincu. Et vous savez, il y avait toujours des rumeurs intéressantes qui circulaient. Comme quoi Dan Farrow, le réalisateur de Age of Disclosure, connaissait Hal Puthoff quand il était enfant. Vous savez, je dis ça comme ça. Vous savez, Ron James, le cinéaste, a dit ça une fois dans X-Space. Vous savez, ce n'était qu'une rumeur et j'ai pensé, c'est étrange, parce que j'ai entendu une rumeur similaire à propos de Lou Elizondo qui connaissait Hal Puthoff quand il était enfant. Encore des rumeurs. Des rumeurs, mais des rumeurs plutôt intéressantes malgré tout. Tu es déjà flippé parce que tu découvres. Oui, mais en fait, c'est principalement de la Vraiment? frustration. Tu ne ressens pas un sentiment de... parce que moi, je ressens un sentiment de genre putain de merde. Je ne sais pas si tu ressens ça. Ce sont des moments de putain de merde. J'ai eu quelques gros coups de stress intérieur en faisant certaines vidéos. C'est une réponse intéressante de Gerb. Vous savez, c'est plus de la frustration que de la panique. Je veux dire, Vous savez, je ne vois pas comment une personne saine d'esprit ne serait pas inquiète si elle essaie de découvrir le secret le plus profond et le plus sombre que l'Amérique ait jamais détenu. Potentiellement que toute entité puissante ait jamais détenu, n'est-ce pas? Et tu vas tout déballer comme ça dans un podcast et mener toutes tes recherches en coulisses et tu n'es pas inquiet que quelque chose puisse t'arriver ou pour ta sécurité ou quoi. Tu sais, ça semble un peu étrange, non? Je ne sais pas. Ça me semble une façon étrange de voir les choses, non? Encore une fois, ces gens ne feront-ils pas tout ce qu'il faut pour le cacher, non? Oubliez les procès. Apparemment, on fait disparaître des gens, n'est-ce pas? On détourné des milliers de milliards de dollars. Encore une fois, ils cachent le plus grand secret de tous les temps et ils ont fait tout et n'importe quoi pour le dissimuler. Je trouve ça juste intéressant. J'aurais tendance à penser que plus je parle de quelque chose ouvertement, moins c'est probablement vrai. Car pourquoi vous laisserait-il tout simplement tout révéler, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Peut-être que je me trompe, vous savez, parce que les gens diraient, non, ils le font exprès, n'est-ce pas? Car personne ne les croirait, vous savez. Je ne sais pas, mais c'est un domaine intéressant et dans lequel s'aventurer, car comme tu sais, on y vient en s'amusant, en disant, oh, parlons d'extraterrestres, et puis ça commence à devenir sombre, profond et secret d'État, que tu commences à te demander, est-ce que je touche à des informations classifiées, genre, et si j'ai tort, et si c'est ça, et si c'est ceci? Quel bouton est-ce que je pousse, hein? Quelles sont les limites que je suis en train de dépasser? Vous savez, on ne voudrait jamais affecter les citoyens américains ou, n'est-ce pas? Je ne me soucie pas tant du gouvernement, mais je me soucie de mes concitoyens américains et de l'idée de mettre des gens en danger. Alors, je ne sais pas. C'est juste étrange. On ne sait jamais avec toutes ces histoires d'espionnage dans lesquelles on pourrait être impliqué, vous savez, parce que Gerb est un chercheur qui a des sources. Il va loin. Il fait tout ça. Vous savez, je ne m'amuse pas avec ce genre de choses pour une bonne raison. Je ne m'approche pas de la limite du classifié ou non classifié ou, vous savez, des sources et de parler à des gens qui sont dans le programme et tout ça. Et je ne sais pas. Moi, j'ai une famille. Je ne veux pas, c'est juste pour le divertissement, vous savez. Donc, je m'inquiète pour ça, pour être honnête avec vous. Mais il a l'air d'accord avec ça. C'est bon.
Vous savez, il nous faut vraiment des gens qui se penchent là-dessus. Et les recherches qu'ils mettent au jour sont intéressantes. J'aimerais qu'il y ait un peu plus du genre, qu'est-ce que ça veut dire au fond, hein? Ils montrent des choses dans ces vidéos, ce que j'apprécie. Mais vous savez, beaucoup de gens, vous savez, j'adore Chris et Gerb est sympa aussi. Des gens m'ont accusé de m'en prendre à lui et que je le déteste et tout ça. Je ne déteste pas Gerb, Jésus-Christ. En fait, je ne déteste vraiment personne. C'est un mot très fort. J'ai dit quelques trucs. Je déteste certains fans de Gerb parce qu'ils m'ont envoyé des menaces de mort, vous savez, pour avoir juste dit des choses. Ce n'est même pas de la critique. J'ai dit quelques trucs sur Gerb il y a longtemps. Et les gens m'ont juste attaqué. Mec, c'est tellement bizarre. Je veux dire, seuls les fans de Lou Elizondo ont fait ça avant, personne d'autre, donc j'ai trouvé ça étrange. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens totalement convaincus. Et il y a un peu de biais de confirmation dans le sens où ils veulent que tout le monde soit ouvert d'esprit. Pourtant, je trouve que beaucoup de gens ne sont pas ouverts d'esprit parce qu'ils ont déjà pris leur décision. C'est réel, et laissez-moi chercher ce qui va dans ce sens. Mais personne n'est... Je ne pense pas que beaucoup de ces chercheurs d'OVNI et ceux qui s'y intéressent soient ouverts à l'idée que ce ne soit pas vrai, n'est-ce pas? Ils ont dépassé ce stade, point. Ils sont sur autre chose, donc ils ne sont pas vraiment si ouverts d'esprit. Ils sont ouverts d'esprit jusqu'à un certain point, dans un certain cadre, mais ils ne sont pas ouverts d'esprit globalement à l'idée que ce n'est peut-être pas vrai. Peut-être que le gouvernement n'a pas d'OVNI, d'extraterrestres ou tout ça, non? Je veux dire, je pense que c'est toujours une possibilité. Je considère tout comme une possibilité. Tout est en jeu. Je suis vraiment ouvert d'esprit dans le sens où je ne sais pas quelle est la vérité, n'est-ce pas? Je suis ouvert à ce que tout soit des conneries, à ce que rien ne soit des conneries, ou à quelque chose entre les deux, n'est-ce pas? Un mélange. Je ne sais pas vraiment, mais c'est intéressant d'entendre des gens qui en sont absolument convaincus et qui vous donnent leurs recherches et tout, ce que j'apprécie. Vous savez, là je parle juste philosophiquement, mais j'apprécie tout le travail que Gerb fait et les vidéos qu'il publie. Et clairement, il est très intelligent et a bâti une grande audience et est très bien informé sur le fonctionnement du gouvernement. Et il pense avoir un peu compris ce qui se passe et comment ils ont caché ça au fil des ans. Et peut-être qu'il a raison, oui, je ne sais pas. Maintenant, passons à une autre partie de l'interview où Gerb parle d'une source qu'il avait, qui est venu le voir et lui a parlé de récupération d'épaves et spécifiquement de la récupération d'un engin en forme d'œuf. Donc cet individu faisait partie de l'unité SOF de l'armée de l'air, une unité des forces spéciales, le 24e STS, l'escadron de tactique spéciale, qui est une unité de premier rang sous le JSOC, le commandement conjoint des opérations spéciales. Cet individu a affirmé qu'une fois son service terminé au 24e STS, il est devenu contractuel pour une OGA. C'est probablement encore l'agence parce qu'il était à l'étranger, et quand c'est à l'étranger, c'est probablement la CIA. Et donc, il fait juste de la sous-traitance générale, et ainsi de suite. Et vous savez, il se souvient. Donc, il fait de la sous-traitance générale. Et il y a un vol de C-130 qui arrive, des C-1 ou des avions C-130, et il n'y avait aucun manifeste indiquant que ces avions arrivaient. Il n'y a rien qui dit qu'ils atterrissent. Mais il voit son ancien chef de troupe descendre des C-130, et il voit son chef de troupe, l'ancien chef quand il était au 24e STS, monter immédiatement, je crois, dans un hélicoptère CH-47 et s'envoler. Et il se dit, mon ancien chef de troupe, c'est curieux. Auparavant, il y avait eu des trucs bizarres avec son chef de troupe. Par exemple, quand ils étaient au 24e STS, le chef avait disparu sans raison pendant une semaine environ, puis était revenu. Ils avaient cru à un décès familial ou autre, mais il était revenu. L'ancien contractant de l'OGA était aussi perplexe de voir leur chef de troupe dans ce pays, quel qu'il soit, car il savait que le chef jouait au fantasy football en Virginie quelques jours plus tôt, étant donné qu'ils étaient dans la même ligue. Donc, je pense que c'est à l'aube le lendemain, l'avion atterrit à nouveau les CH-47, et il voit, vous savez, son chef de troupe et d'autres, probablement des entrepreneurs, remonter dans les CH ou C-130. Le chef de troupe a l'air vraiment hébété, il a l'air épuisé, il a l'air confus. Et l'ancien contractant OGA tente de l'approcher, mais il est aussitôt réprimandé, il y a des problèmes. Il a juste entendu le chef de troupe dire « Nous avons récupéré quelque chose ». Et c'est tout. Et donc cet ex-contractant de l'OGA est réprimandé, etc. Mais passons au moment où il a fini de travailler pour probablement la CIA. Il rencontre enfin l'ancien chef de troupe, et celui-ci a dit qu'il faisait partie d'une unité parallèle au JSOC, le commandement conjoint des opérations spéciales, qui servait à la récupération d'engins d'origine inconnue. En ses nombreuses années au JSOC, dans cette unité parallèle à l'autorité cloisonnée, il n'avait fait que 3 ou 4 récupérations. Le cas récent, pourquoi il était si perturbé, c'est que son équipe a été envoyée récupérer un engin en forme d'œuf à peine plus grand qu'un SUV. Cet engin semblait être métallique d'une couleur unique et il semblait avoir percuté la Terre à très grande vitesse, mais il n'y avait pas de dégâts, il n'y avait pas de feu. Cette chose semblait être une boule de bowling tombée du ciel, des dégâts d'impact purement balistiques. Oui, exactement. Ce chef de troupe a déclaré que l'air autour de l'engin était pâteux et qu'il y avait aussi une odeur étrange, ce qui rejoint ce que Dylan Borland a dit à propos du triangle au-dessus de l'anglais et Jonathan Weygand avec l'étrange effet nacré et le sentiment bizarre qu'il a ressenti autour de l'engin qu'il a observé. Cet œuf était fissuré et bien sûr, l'intérieur, quelque chose dont nous avons parlé, ressemblait à des poupées russes, des couches et des couches de coque, et c'était ça l'histoire. Le chef de la troupe n'a jamais su ce que c'était, juste que ce n'était pas fait par nous et qu'il avait déjà participé à des récupérations similaires. La raison pour laquelle je donne tant de crédit à cette histoire, c'est juste le langage utilisé. C'est ultra spécifique, ultra, vous savez, le jargon de l'armée de l'air, et c'est le type de rencontre de récupération que j'ai compris est vrai, et c'est le protocole exact de récupération. Donc,
Et c'est ce que vous avez en quelque sorte rencontré également avec beaucoup de personnes à qui vous avez parlé. Que les œufs sont très répandus et nous en savons beaucoup de choses à leur sujet. Alors, écoutez, je trouve cette histoire très intéressante, c'est sûr, et il semble y avoir un grand engouement pour les engins The Void, tout d'un coup. Et Chris va amener cette conversation exactement là où je l'aurais amené si j'avais entendu ça, à savoir l'histoire de Jake Barber avec Skywatcher lors de sa première apparition. Et il a parlé d'un engin The Void, n'est-ce pas? Jake Barber était, je pense, la personne à laquelle beaucoup de gens, vous savez, seraient forts quand il parle de l'œuf. À quel point êtes-vous convaincu que cette vidéo de l'œuf est réelle? Celui qu'on ne nous a jamais montré, ultra. Non, celui qu'on a je ne sais vu. pas pour ça. Je me fiche de cette vidéo d'œuf. Il devait y en avoir une autre. Pourquoi elle n'a pas été montrée, je ne sais pas. Mais cette vidéo était censée être des images de caméra Qui corporelle dit ça? de la récupération. Des personnes avec qui je suis assez proche, disent que vous savez que je ne vais mais pas où avez-vous trahir entendu leur ça? confiance ici. Vous l'avez entendu d'eux? Quelqu'un d'autre en a parlé? Quelques personnes, et je suis sûr que ceux qui nous regardent, ont entendu des rumeurs sur une autre vidéo qui devait circuler. D'après ce que j'ai entendu, c'est très vrai. Ouais, celui-ci apparemment, ils ont récemment mentionné qu'il avait été déposé dans la neige et il y a eu une sorte de manipulation assez bizarre de cette clé USB. D'accord. Mais cette vidéo, d'après ce que je comprends, a parlé en comparaison à la vidéo qui devait être montrée. Mais quelle est la différence au juste? Eh bien, la vidéo montrée sur News Nation est un œuf dont la taille ne peut pas vraiment être évaluée à partir du plan de caméra, suspendu sous un seul crochet sur en gros, une seule corde sous un petit hélicoptère. Mais cette autre vidéo était censée être des images de caméra corporelle action ou une caméra de casque GoPro d'une équipe de récupération se tenant réellement à portée de bras d'un engin en forme d'œuf récupéré. Et l'œuf était identique? Il paraissait blanc et présentait un effet de nacre que Jonathan Wegant décrivait comme de l'huile sur l'eau. Y a-t-il d'autres détails? Un carrelage étranges vraiment le étrange. recouvraient. C'est vraiment très bizarre, ce carrelage étrange. Ce carrelage bizarre est vraiment étrange parce que c'est aussi ce qu'on entend dire de ces immenses engins noirs en forme de pyramide, ce revêtement noir. Et puis de l'écriture glyphique sur certains engins aussi. Oui, c'est juste Lou qui était tellement assis étrange. là l'an dernier me disait que, tu sais, pour la première fois, j'étais là, oh, vous avez déjà vu des écritures sur des œufs, spécifiquement? Et il a dit oui. Et j'étais là, attendez, comme gravé ou... Et il a dit non, gravé dans l'œuf. Il y a genre des écritures sur l'artisanat. Il a confirmé qu'il avait vu ces images. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Je n'avais jamais entendu parler de ça auparavant, qu'il était censé y avoir des images de caméra corporelle montrées de l'engin en forme d'œuf que Jake Barber a récupéré, n'est-ce pas? Je ne le savais pas, en fait. C'est intéressant, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont montré une autre vidéo complètement folle. Regardez ça. Ralentissons un peu pour y regarder de plus près. C'est un ovni en forme d'œuf suspendu à une ligne de 150 pieds de long. On nous informe que l'appareil mesure approximativement 20 pieds de long. L'œuf est suspendu dans un berceau et regardez avec quelle prudence le pilote fait atterrir sa précieuse cargaison. Arrêtons l'image ici pour examiner l'une des plus claires images d'un pan jamais capturé. Ce n'est pas une simple lumière floue perdue dans un ciel lointain. La personne à l'origine de ces images a pris un risque incroyable pour filmer cette récupération d'OVNI. Regardez comme l'engin est parfaitement lisse. Aucune marque visible, aucun moyen de propulsion apparent et aucune façon de voir à l'intérieur. Oui, cette vidéo qu'il cache un peu dans la vidéo, ce n'est pas l'histoire de Jake Barber, c'est autre chose. Et je ne fais pas vraiment confiance à cette vidéo, pour être honnête. Je trouve ça très bizarre et je crois que si on la passe à l'envers, c'est comme ça que ça marche, mais je ne sais pas. Peu importe. Je trouve ça tellement bizarre. Ça ne montre rien. Je ne pense pas que ce soit si spécial. Sinon, regarde, l'histoire derrière est assez intéressante car elle vient de sortir récemment, qu'ils ont dû aller le chercher dans la neige, sur une clé USB ou autre, et le ramener, tu sais, genre quel coup fourré. Et là, Gerb dit, oh, la vidéo n'a même pas d'importance. Alors, à quoi servait toute cette neige, ce coup fourré pour l'obtenir? Mais même obtenir la vidéo de l'œuf, c'était un processus complètement fou. Et je dis fou dans le sens le plus élogieux parce que je crois totalement en la sécurité et je crois absolument que le gouvernement surveille une multitude de choses et en suit beaucoup. Donc, le processus que nous avons dû suivre pour récupérer ces images. Mais mon patron Andy, genre, avec un téléphone jetable, a dû, en fait, aller creuser dans la neige et quelqu'un le regardait en lui disant, genre, tu y es presque. Le voilà. Et il a, genre, creusé dans la neige. C'était l'hiver dernier, oui, c'était il y a environ 1 an, et il a trouvé la clé USB. Et c'est comme ça qu'on a obtenu la vidéo de l'œuf, parce que c'est à quel point ces gens, ces hommes et ces femmes ont peur pour leur sécurité. Donc, nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger cela. S'ils veulent nous faire confiance avec leur histoire, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour les protéger et les honorer, pour faire éclater la vérité. Je trouve ça vraiment très intéressant et vous savez, montrez-nous les images de la bodycam de cet engin ovoid. C'est juste là, non? Alors, pourquoi ne le voit-on pas? Encore, c'est juste beaucoup, right? Il y a toujours des histoires, il y a des choses. C'est juste hors de portée, c'est juste au coin de la rue. Vous ne pouvez pas le voir, mais on vous dit que c'est là par des personnes crédibles qui l'ont potentiellement appris d'autres personnes crédibles, n'est-ce pas? Encore la même organe. Je pense que les gens déplacent les objectifs parce qu'ils y passent tant de temps et ils se disent, Toto, tu sais quoi, je ne verrai jamais de preuves ou d'éléments, alors je vais déplacer les objectifs. Écoute, ils sont crédibles, alors je pense que quelque chose se passe, tu sais. Je ne sais pas. Je ne peux tout simplement pas abandonner mon objectif initial, qui est une preuve irréfutable. Assez d'histoires, assez de téléphones.
Assez de ces sources secrètes, d'infos d'initiés, de ci, de ça, moi. À chacun son truc, tu sais. Enfin, fais ce que tu veux, mais j'ai l'impression qu'on sera au même point dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Les mêmes histoires y racontées encore, et il y aura des gens dans un podcast dans 30 ans qui diront « Vous vous souvenez de cette histoire ?» C'est mon préféré. Vous savez, c'est exactement la même chose que on fait maintenant. Non, je ne sais pas. C'est juste, tout est très étrange. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sur cette nouvelle vidéo d'œuf qu'on est censé avoir, et peut-être l'aura-t-on un jour. Enfin, je veux le voir. Si, hypothétiquement, si je voyage vers une autre planète et que je fais de la reconnaissance ou quoi que ce soit d'autre, je m'assurerai que mon vaisseau ne porte aucune langue. Je m'assure de ne pas avoir un autocollant Northrop ou Lockheed sur mon vaisseau si je vais sur Mars et explore une autre civilisation qui y vit. La dernière chose que je veux, c'est qu'ils disent « Oh, vous savez, regardez ce logo, nous l'avons déjà vu. » Vous le dépouillez de toutes ces choses avant de l'envoyer sur une planète. Ouais. Alors, ce que cela m'indique, ce que cela pourrait bien vouloir dire concernant ces engins, c'est que A, cet engin n'est absolument pas censé se trouver ici, ou B, il y a quelque chose ici qui est capable de l'identifier. Oui, cette pratique de graver des symboles sur un véhicule ou quelque chose de grande importance nous semble presque archaïque. C'est comme mettre de grands autocollants Skunkworks sur l'avion espion U-2 qui a été abattu au-dessus de la Russie. Parce que si ce n'est pas juste un autocollant, ça pourrait dire quelque chose comme « Oh, vaisseau de sauvetage, ne vous inquiétez pas, nous sommes là, Mr. Burley, peu importe ce que c'est. » Mais ce que je dis, c'est que, genre, ça doit être pour quelque chose. Donc il y a quelque chose là-bas qui peut lire cette langue. Qui sait? Peut-être que ça dit juste pas de pas dans leur langue, comme sur beaucoup d'avions. Bien sûr, mais encore une fois, vous l'écrivez sur un vaisseau. Et vous savez, planez autour de cette planète avec des êtres qui ne peuvent pas le lire. Alors pourquoi? Donc, soit vous n'êtes pas censé être là, ce vaisseau n'était pas censé être ici, il était censé être ailleurs, où les gens peuvent lire ça. Ou il y a des gens ici, je suppose des gens ou des non-gens, peu importe, qui peuvent lire ça. Oui, ce sont ça les deux pourrait seules suggérer options. qu'il y a une station NHI plus permanente qui est censée être ici, pour gérer ça. Que suggère-t-il d'autre? Cela suggère que ce n'est pas censé être ici, que c'est là par erreur, ou que quelque chose au sol peut le lire, ou bien ailleurs dans le ciel qui a besoin de le lire. C'était donc un point intéressant. Je pense qu'il y a une option, en fait. D'abord, donc, l'idée qu'il y ait des inscriptions sur certains de ces engins. Et la raison de ces inscriptions, c'est que quelqu'un sur Terre sait les lire. Et l'autre option que Chris a d'être, vous savez, ou c'est pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il y a plus d'options que ça. Et la principale, c'est que ça sonne comme quelque chose qu'on inventerait de toutes pièces. Il y a des écritures sur l'engin exactement comme on en voit dans les films, n'est-ce pas? Je pense que c'est là le problème. Je crois que Chris vient de mettre le doigt sur une faille, une énorme faille, dans les récits de beaucoup de gens sans même s'en rendre compte, non? Il le fait remarquer. Genre, ça a l'air d'être des conneries, non? Parce que c'est ce que nous y projetterions, notre propre façon de penser humaine sur ce vaisseau, non? C'est exactement ça. Pourquoi y aurait-il de l'écriture? Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? C'est parce qu'il l'invente, parce que ça sonne bien, ça a l'air cool. On a l'impression que c'est comme ça que ça devrait être. Mais t'as raison, on ne ferait pas vraiment ça. C'est un peu ça le fond, et c'est ce qui me fait penser que toutes les histoires qui parlent d'écriture sont des conneries absolues, à mon avis. Mais encore une fois, chacun ses goûts, et Chris est 1000 fois plus intelligent que moi, donc il me manque probablement quelque chose. Mais c'est juste comme ça que mon tout petit cerveau d'oiseau fonctionne. Mais encore une fois, quand j'entends parler de gravure d'écriture, ça me fait penser que c'est en fait des conneries. Pensez-vous que l'OSI soit d'une nature fondamentalement extraterrestre? Pensez-vous qu'il existe une faction de notre gouvernement qui dissimule le secret des ovnis, qui collabore activement avec des EHN, et je veux dire d'une manière très stable et présente? C'est donc un sujet dont nous avons discuté, et je dois dire clairement maintenant, je ne sais pas. Premièrement, parce que comme OSIPJ, je suis aussi confiant que possible dans cette situation, est-ce que la protection technologique ou la protection des programmes pour les anciens systèmes? Le type d'intelligence non humaine, l'OSI, ce genre de truc à la Men in Black, ça adhère à l'idée de John Keel, ces Men in Black, ces entités NHI étranges et tout ça. Je sais qu'il y a tellement d'histoires à ce sujet. Est-ce un élément qui fonctionne? Est-ce un élément réel? Je ne sais pas. Est-ce un élément qui fonctionne en lien avec OSI et la protection des programmes? Je ne sais pas. Est-ce une entité voyou de NHI qui viennent de faire le ménage? Il me semble pourtant que la façon dont ça aurait été étouffé est bien trop parfaite. Mon cerveau me dit qu'on ne peut pas étouffer ça si ça arrive si souvent. On entend tellement de cas. Il n'y a pas... Quelque chose va finir par lâcher. L'un de ces engins va forcément s'écraser un peu trop près d'une ville. Il y a tout simplement trop de variables ici pour les maîtriser. Il faut qu'il y ait, soit à une sorte de période variable. Et je ne parle pas de voyage dans le temps, mais je dis que même si vous aviez ce miroir magique, disons, ce morceau de verre magique qui pourrait vous donner, vous savez où aller ensuite, c'est tout ce dont vous auriez besoin, n'est-ce pas? Ou juste vous montrer les probabilités de choses qui pourraient arriver si vous n'allez pas ici. Alors vous allez juste là. Ou alors, vous collaborez avec quelque chose de bien plus avancé et qui vous aide à maintenir le secret, parce qu'il n'y a absolument aucun moyen que les êtres humains, je ne crois pas, aient pu réussir à le dissimuler sans l'aide de quelque chose de vraiment extraordinaire. Eh bien, je veux dire, même Dave Gersh a dit que des accords ont été conclus avec la NHI. Quels sont ces accords? Est-ce de la technologie en échange de diverses choses? Est-ce des conseils et de la sagesse? Je veux dire... Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu crois qu'on a vraiment échangé du matériel technologique? Et contre quoi, alors, l'avons-nous échangé?
Je ne sais pas. Il y a tant de récits sur la technologie échangée, l'accès à la technologie pour réarrangez-vous pour nous récupérer comme vous voulez. Je pense que ça pourrait être vrai. Vous savez, du moins dans le phénomène d'enlèvement, les phénomènes, car ce n'est probablement pas une seule chose. Je comprends que c'est un développement plus récent plutôt qu'un phénomène d'enlèvement très ancien. Vous savez, il y a peut-être du crédit à cette théorie que la technologie a été échangée contre des gens, essentiellement. Alors, c'est très intéressant. Et soyons, vous savez, purement spéculatifs ici, d'accord? Amusons-nous un peu avec cette conversation, n'est-ce pas? L'idée que cela ait été caché si longtemps sans aucune preuve définitive. Chris soulève un autre bon point qui me fait penser que c'est en fait des conneries. Mais tirons un peu sur le fil dont Chris nous parle. Si l'on a bien un accord avec des extraterrestres et comme ça, moi je veux dire, c'est le seul moyen de garder ça secret, non? Et l'échange était, nous recevions leur technologie, mais nous leur donnions des humains. C'est de là que viennent toutes ces histoires d'enlèvement, n'est-ce pas? C'est une pensée effrayante, honnêtement, et j'ai déjà entendu cette théorie. C'est une pensée effrayante. Encore une fois, comme je l'ai dit plus tôt dans l'émission, dans notre quête pour étendre l'humanité, nous abandonnons simplement l'humanité. Ça n'a aucun sens. Celui qui a conclu cet accord, si c'est vrai, peut aller se faire foutre, n'est-ce pas? Et encore une fois, les gens disent, Gerber affirme en même temps qu'il pense que Lou Elizondo fait partie du programme Héritage OVNI, n'est-ce pas? Donc des gens comme Lou, s'il l'est, tout cela est purement spéculatif, et ces gens de l'héritage, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont livré des êtres humains pour être enlevés, n'est-ce pas? Et examinés et sondés dans toutes sortes d'histoires folles qu'on entend sur les gens. Je veux dire, une violation absolue de leur propre personne. Bref, je ne veux même pas aborder toutes ces choses sales et dégoûtantes qui feraient ça passer les affaires de l'île d'Epstein pour rien, n'est-ce pas? Juste pour qu'on puisse obtenir de la technologie extraterrestre. Je veux dire, si c'est ça l'accord, c'est horrible. Encore une fois, qui sont ces gens? C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas parce que vous avez participé au programme Legacy que ça change quoi que ce soit, qui s'en soucie. Pourquoi mettons-nous les extraterrestres, cette dissimulation et les ovnis au-dessus de tout? Vous savez, c'est tellement étrange pour moi. Peut-être que devrions-nous commencer par prendre soin les uns des autres d'abord et ensuite chercher à, vous savez, trouver des extraterrestres, des ovnis et tout ce genre de choses. Je ne sais pas. Ça me brise le cœur d'entendre des choses pareilles. Parce que si cet accord est vrai, c'est dégoûtant, c'est ignoble. C'est absolument ignoble, c'est vraiment dégoûtant. Et toutes ces personnes, elles devraient être enlevées, n'est-ce pas? Faites venir un vaisseau mère et qu'il les emmène, d'accord? Oh, vous vouliez cette technologie? Oui, eh bien, voilà. On va te l'accorder, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas, c'est juste très étrange et une théorie vraiment intéressante à aborder, quoi qu'il en soit. Mais encore une fois, je ne nous imagine pas du tout avoir le moindre accord avec des extraterrestres. Encore une fois, quelle preuve concrète y a-t-il eu? Aucune. Tout n'est que spéculation, et il n'y a rien de mal à spéculer. Mais à mon avis, soyons très clairs, tout cela est spéculatif. Il est logique pour moi que la structure du programme Héritage ait été largement gardée secrète juste en termes de fonctionnement des pas, mais vous avez raison, en ce qui concerne le grand public ne tombant pas sur des véhicules NHI définitifs, des corps NHI, à part quelques cas isolés comme Virginia et d'autres. Il semble qu'un élément de secret plus important soit en jeu. Oui, ou même, je veux savoir tant d'histoires de prendre des photos d'eux, de l'engin, et puis ces photos disparaissant mystérieusement, ou, encore plus bizarre, se sentir obligé de les supprimer, ce que j'ai aussi entendu. C'est un truc de fou quand on y pense. Oui. Genre, tu prends une photo super nette d'un engin planant dans le ciel, et tu dis, c'est ça, c'est celui-là, c'est celui qui va changer le monde, c'est ça, c'est une divulgation. Et tu le regardes encore, et ton pouce va sur le bouton supprimer, puis tu vas dans les supprimés récents, et tu supprimes ça aussi, et tu te dis, ben, pourquoi j'ai fait ça? Hey, ça, Oui, et le témoignage de ceux qui ont eu des rencontres très proches avec des engins, mais qui consciemment se disent « je ne vais pas filmer ça ». C'est tellement bizarre. Ou complètement paralysé et incapable d'y parvenir. C'est intéressant ce dont Chris parle, non? C'est comme si vous étiez en quelque sorte programmé comme un candidat Manchu ou sous l'effet d'MK Ultra. Vous prenez une photo ou une vidéo et puis vous allez la supprimer et vous vous dites « Wow, mais qu'est-ce que c'est que ça? » Ou vous vous sentez juste obligé de ne pas l'enregistrer quand vous le voyez, non? Parce que vous êtes juste pris par le moment. C'est intéressant ça. Je ne sais pas. Mais soyons réalistes un instant. Si on parle d'une espèce ou de plusieurs espèces avancées et liturgiques qu'elle puisse potentiellement disposer d'une technologie de ce genre, n'est-ce pas? Honnêtement, ce n'est pas si tiré par les cheveux. Je veux dire, quoi? Est-ce plus tiré par les cheveux que toutes les autres choses dont nous parlons? Non, c'est donc une théorie intéressante. J'aimerais y croire davantage, j'espère, juste pour le bien de l'humanité, que c'est pourquoi nous n'avons pas de preuves plus définitives. Non pas que les êtres humains aient conclu des accords avec eux, des accords dégoûtants avec eux, vous savez, pour garder le secret et pour que nous puissions obtenir une partie de la technologie. Mais oui, je ne sais pas. C'est une chose intéressante de se sentir obligé de supprimer ou de ne pas vouloir enregistrer. Je ne sais pas. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou l'avez-vous ressenti ou avez-vous déjà pensé à cette théorie? C'est plutôt intéressant. Bon, écoutez, je vais mettre un lien ci-dessous vers cette interview avec UP Gorv. C'est une très longue interview. Ils abordent tant de choses que je n'ai même pas évoquées dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vous recommande vivement de l'écouter. C'est une excellente conversation. Merci à vous d'avoir supporté ma présence dans ce cadre différent et tout. J'apprécie. Et le show va bien après l'opération. Juste au passage, il va bien. Tout va bien. Mais il a juste besoin de se reposer, vous savez, une semaine environ, et de récupérer. Ce n'était rien de grave, juste des mesures préventives. Mais vous savez, c'était quand même un peu... C'est toujours effrayant de devoir faire opérer son chien, et qu'il subisse une chirurgie. Donc, mais de toute façon, je vais continuer à publier des vidéos, et j'espère être de retour au studio assez tôt de toute façon. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir été là, et les liens sont en description. On se voit à la prochaine. Souvenez-vous de nous, chaque jour est un cadeau, les amis. Que la paix règne sur le monde.
Salut Pat, j'espère que tu vas super bien en ce moment, mon vieux. Il y a une question qui me vient d'Afrique du Sud, en fait. Écoute, mon ami, je suis un grand fan de ton émission depuis pas mal de temps. J'ai vraiment adoré le fait que tu aies atteint tes 100 000 abonnés. Juste un petit point rapide sur les types de phénomènes sur lesquels j'ai essayé de faire mes recherches et bien d'autres choses encore. Et figurez-vous qu'il y a eu un moment où j'ai réellement vu l'un de ces drones de Jersey ou drones mystérieux, peu importe comment vous les appelez. Je veux dire, oui, jusqu'en Afrique du Sud, à Johannesburg, et les gens n'y croient pas. C'est comme si ces choses apparaissaient. Je veux dire, je l'ai enregistré. C'est l'une des choses les plus spectaculaires que j'ai vues de toute ma vie. Ça me plonge dans ce gouffre de réflexion. Je veux dire, quels sont ces phénomènes et qu'est-ce qui se passe réellement? Et tout le monde dit que, vous savez, ça va écraser l'humanité et ça va, enfin, je ne sais pas comment le dire, mais vous savez qu'on ne peut pas le gérer. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on ne peut pas gérer exactement? Je veux dire, on traverse des guerres tout le temps. Vous savez, le terrorisme ici, l'extrémisme et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'il y a de si terrifiant, de si grave qu'ils ne peuvent pas nous le dire? C'est ridicule. Donc, soit il n'y a rien, soit c'est quelque chose d'extrêmement grave, du genre, sommes-nous élevés? Sommes-nous dans une sorte d'aquarium? Qu'est-ce que nous affrontons actuellement qui est si grave qu'on ne peut pas nous parler de notre propre réalité? Oui, c'est juste une question que je vous pose, à vous, à vos téléspectateurs et auditeurs. Alors, j'attends vos retours avec impatience. Beaucoup d'amour à vous.